Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur TV Sud pour un nouveau numéro de Croco Hebdo, votre magazine footballistique sur TV Sud. Bien évidemment pour revenir sur l'actualité du Nîmes Olympique et ce championnat de France de national que nous décryptons semaine après semaine avec ce soir deux invités. Deux joueurs du Nîmes Olympique présents vendredi soir sur la pelouse des Costières pour la réception du Gazélec Ajaccio dans le cadre de la 33e journée de ce championnat. L'un des tournants de cette fin de saison. On est heureux d'accueillir quelqu'un qui a cravaché dur pour récolter ses parrainages. Il a passé un premier tour, tout d'abord avec la réserve, après la blessure, et puis au deuxième tour sur la pelouse d'Orléans. Là, son élection a été bonne puisqu'il a été buteur face à Orléans. On est heureux d'accueillir Wilfried Niflor. Bonsoir Wilfried. Bonsoir. Et puis à vos côtés, il peut jouer aussi bien milieu gauche, milieu droit. Alors on n'allait pas lui dire qu'il est plutôt au centre. En tout cas, lui aussi a su voter la bonne position sur la pelouse. Il s'agit de Yacine Adou. Bonsoir Yacine. Bonsoir à tous. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Avec face à vous les tenanciers de l'urne footballistique de TV Sud. Alors ce sont les rois au moment de dépouiller les différents bulletins pour dire quels sont les meilleurs joueurs du Nîmes Olympique. Alors bien évidemment, nous avons notre coach Patrick Champ. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et puis à vos côtés, c'est le roi de l'isoloir également. Il s'agit d'Olivier Martinez. Bonsoir Olivier. Salut à tous. Allez, beaucoup d'ambiance du côté des Costières. On va immédiatement partir avec ces images tournées vendredi soir par Pierre-Paul Castelli sur le bord de la pelouse du stade des Costières. Un beau soleil de fin de journée printanière, température idéale et plus de 9000 spectateurs présents dans les travées des Costières. Alors que l'on voit ici le groupe retenu par Thierry Froger au moment de l'échauffement pour ce grand tournant. Je parle de grand tournant parce qu'on se rappelle en novembre dernier, les Nîmois avaient été défaits par cette équipe du Gazélec d'Ajaccio d'un tout petit but, 2-1 dans des conditions sur lesquelles on a beaucoup discuté sur ce plateau la semaine dernière. Qui dit grand match dit le retour d'El Croco sur la pelouse des Costières. Magnifique, entièrement dépoussiéré avec son beau maillot rouge justement pour être notamment le témoin du 20e anniversaire des Gladiators et justement de l'arrivée et de la présence de cette équipe corse du Gazélec d'Ajaccio avec le retour de plusieurs têtes connues au Costières. On voit ici le numéro 15, Johan Bocconiano ou encore bien évidemment Paul Maisonneuve qui faisait partie il y a encore quelques saisons de cet effectif nîmois. On le dit, Patrick, il y avait une ambiance toute particulière autour de cet avant-match. On sentait que la pression était sur les épaules des deux équipes. Effectivement, et surtout sur les épaules des Nîmois qui se devaient de l'emporter contre une équipe qui est rivale avec eux, puisqu'on avait perdu chez eux après un match où on avait égalisé à la fin, mais l'arbitre, comme souvent en terre corse, ne valide pas les buts qui sont valables. Donc ça a été un match âpre. Qu'on aurait dû gagner, mais bon, on a eu la malchance et on a été aussi maladroit devant le but. Même fait un point de vue spectacle au niveau, pour les 20 ans des Gladiators, ça a été quand même sympa. On a vu quand même un match intéressant, un match de haut niveau, surtout en deuxième mi-temps. Et il y avait beaucoup de spectateurs et je crois que pour faire un match, il faut aussi beaucoup de monde au stade pour pouvoir encourager les joueurs. Alors je vais faire appel à la mémoire de... l'historien du Nîmes Olympique, Olivier Martinez. Nous sommes, Olivier, le 17 mai 2008. Le Nîmes Olympique joue un match très important face à Laval pour la montée en Ligue 2. Laval mène 0-1, ouvre le score. Quel est le buteur égalisateur en faveur du Nîmes Olympique ? Alors, il y a Colloredo et Malm. Donc, dans l'ordre, je crois que c'est Colloredo. Et ça finit doublé de Malm, non ? Exactement. Michael Colloredo, premier buteur pour le match de la montée en Ligue 2 du Nîmes Olympique. C'était il y a 4 ans déjà de cela. Michael Colloredo que Patrick Champ a rencontré justement sur le bord de la pelouse. Il ne faisait pas partie, bien évidemment, du groupe. Je vous propose de l'écouter. Je ne savais pas comment j'allais appréhender mon retour ici et j'ai pas trop voulu y penser. Et c'est vrai qu'en arrivant au stade tout à l'heure, ça fait quelque chose quand même. Bon, voilà. Malheureusement, c'est comme ça. On a beaucoup de matchs. Il y a eu la coupe au milieu. Et voilà, malheureusement, c'est tombé sur ce match-là. J'aurais préféré que ce soit un autre. Mais
comme j'ai pas calculé, c'est comme ça. Donc, tu fais quand même une très très belle saison avec Ajaccio, tu marques des buts et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un match charnière pour les deux équipes. C'est un match charnière, après je pense que c'est pas la dernière cartouche non plus, il restera 5 matchs derrière. On a encore un duel contre Épinal, donc bon voilà, on veut essayer de faire un résultat ce soir, mais même si on vient à ne pas faire un résultat, ce sera pas dramatique, il restera encore des matchs derrière. Et vous aurez sans doute apprécié l'accent corse de ce Lyonnais de naissance, Michael Colloredo, ancien buteur du Nîmes Olympique, suspendu pour l'occasion. C'est la raison pour laquelle on ne l'a pas retrouvé sur la feuille de match, Patrick. Mais c'est vrai que le parcours de Michael Colloredo est assez remarquable. Non renouvelé en fin de contrat il y a 2 saisons avec le Nîmes Olympique, il tente une aventure avec le Gazélec en CFA. Il monte de CFA à National et aujourd'hui il se retrouve en position de remontée de National en Ligue 2. C'est vraiment un parcours assez étonnant. Oui, parce que c'est un joueur de caractère. Bon, il sait d'où il vient. Il savait que en s'accrochant et tout, il pouvait encore repartir vers le haut niveau. Mais c'est vrai qu'il a fallu partir en CFA et je crois que ça y a donné raison puisqu'il a fait une grosse saison en CFA. Et là, il a marqué des buts avec le Gazélec d'Ajaccio et ils sont aussi tank pour monter aussi avec le Nîmes Olympique en Ligue 2. Tank. On va d'abord regarder et assurer que le Nîmes Olympique monte en Ligue 2, puis on verra ensuite pour les places restantes éventuelles. Autre joueur rencontré sur le bord de la pelouse, c'est un Nîmois actuel, c'est le capitaine du Nîmes Olympique, le capitaine des Crocos, Benoît Poulain, blessé à l'entraînement, qui est toujours en phase de soins et de récupération. On espère bien évidemment le retrouver très rapidement. Qui sait, peut-être cette fin de semaine à Colmar, très sûrement face à l'Usenac à domicile le 4 mai prochain. Je vous propose d'écouter Benoît Poulain. Bon, alors avec Benoît Poulain, le capitaine qui est aujourd'hui hors du stade, donc qu'est-ce que ça fait de ne pas faire un match de cette tenue? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que c'est assez dur à vivre, on va dire. On a l'excitation comme les joueurs du match et puis on ne le joue pas. Donc par habitude, c'est mieux de les jouer que de les regarder à la tribune. C'est plus dur de les regarder que de les jouer. Donc on est déçus, mais bon, du coup on a l'énergie pour encourager les copains. Pour le prochain match, est-ce que ça sera bon ou pas, la blessure? Je ne peux pas affirmer que ce sera bon parce qu'on part jeudi et que j'ai un court délai pour reprendre l'entraînement. Donc il n'y a aucune certitude, mais j'espère que ça se fera. Merci Benoît. Et on souhaite bien évidemment un prompt rétablissement au capitaine du Nîmes Olympique, Benoît Poulain. C'est vrai que l'absence de Benoît Poulain, Olivier, complique un petit peu les plans de Thierry Froger. D'un match à l'autre, il n'y a pas une charnière en défense qui ressemble d'une semaine sur l'autre, même si aujourd'hui, c'est vrai que Vincent Carlier, le vice-capitaine, et Habib Jean Baldé font figure bien de référence, notamment du fait aussi de l'absence de Miodrag Stozic. C'est ça surtout, c'est qu'en fait Stozic n'étant pas revenu encore, et bien malheureusement, ça fait 2 fois qu'il fait passer un 6 en défenseur axial, et puis c'est pas du tout les mêmes repères, c'est pas du tout les mêmes postes, donc forcément c'est plus difficile pour une défense de retrouver son automatisme, surtout face à une bonne équipe d'Ajaccio et avec des attaquants comme Verdier ou Poggi ou Boesso, donc on n'a pas les mêmes repères. Après, il faut dire que Nîmes Olympique, depuis le début de la saison, a vraiment l'habitude de remanier sa défense. C'est très rare qu'elle ait eu sa défense au complet. On se rappelle de l'absence de Sidibé. Là, maintenant, on a Punj, parce qu'on ne parle pas de Punj, mais très important sur le côté gauche. Benoît Poulain, on a Carlier. Je veux dire, bon, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que Benoît Poulain est un cadre et c'est le capitaine de l'équipe. Donc, dans des matchs comme ça, il est très très important. Et puis autre absence, celle d'Aurélien Bosch. Je me tourne vers vous, Yacine, justement. On sait que vous êtes assez polyvalent en tant que joueur. Je parlais tout à l'heure, surtout de la plaisanterie, c'est vrai, de votre adaptabilité, de pouvoir jouer en milieu défensif, également de jouer plus en arrière. Vous avez dans le couloir droit. Est-ce que c'est justement on va dire, non seulement c'est une qualité, mais comment on fait pour justement changer d'un poste à un autre comme ça? Et c'est le cas par exemple pour Habib Jean Baldé, qui est obligé de reculer directement en charnière. Comment un joueur fait justement pour réapprivoiser un poste aussi important? Faut qu'il s'adapte tout de suite et il faut qu'il prenne des repères à l'entraînement parce qu'il sait très bien 2-3 jours avant le match qu'il jouera à ce poste-là. Donc le coach essaye plusieurs jours à plusieurs postes. Donc après, à l'entraînement, il prend ses repères et après, ça, avec l'expérience qu'il a à Habib, donc ça n'a pas posé de problème. Mais bon, il n'est pas à son vrai poste, comme vous avez dit, c'est pas facile pour lui. Il est mis au milieu de terrain, donc après, il n'a pas trop le choix. Il peut pas dire au coach qu'il ne joue pas là. Donc
Donc voilà, il fait ça pour le bien de l'équipe et il a très bien fait encore ce vendredi. C'est vrai que moins d'erreurs sont tolérées justement lorsqu'on est défenseur en charnière. Ouais, c'est sûr, il ne peut pas faire les mêmes erreurs, il ne peut pas faire de crochet derrière comme il peut faire au milieu de terrain, parce qu'il est dernier défenseur. Après, il y a le gardien, mais bon, c'est difficile de tenter des crochets ou des passes dans l'intervalle quand tu joues derrière. Si on te fait prendre le ballon, c'est direct danger, donc c'est plus pareil, il ne faut pas prendre de risques derrière. Patrick. Saint-Étienne, il était quand même gêné, Baldé, on l'a vu. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre solution parce que Parpex, par rapport à Baldé, il s'était mis de suite dans le poste. Donc, étant donné qu'il manquait de latéraux, il a été obligé de mettre aussi Parpex sur le côté. Je crois qu'il a fait un gros effort et on peut tirer un coup de chapeau à Baldé parce que c'est grâce à son métier qu'il s'en est sorti. Parce que dans le placement et tout, c'était pas évident pour lui. Donc, chapeau à lui. C'est vrai que c'est un gars qui a beaucoup de bouteilles. Et heureusement pour le niveau olympique, d'abord, on n'a pas pris de but. Il a joué donc avec 2 milieux défensifs. Ouais. En défense. Donc ça montre qu'on l'avait dit dès le départ, c'est le groupe qui va, si Nîmes doit monter, c'est le groupe qui va le permettre parce qu'on a un groupe étoffé et que grâce à ça, voilà, encore une fois, on ne perd pas grâce aux joueurs et à leur polyvalence, quoi. On va revenir sur l'ambiance qui régnait justement sur le bord du terrain avec notamment ce 20e anniversaire des Gladiators auquel je faisais référence et qu'on va revoir avec un tifo des plus spectaculaires, 20 ans d'histoire déployée avec toutes les banderoles historiques des ultra-nîmois d'ailleurs depuis la création des Gladiators en 1991 et je fais toujours référence à ce fameux match de la montée en division 1 face à l'AC Ajaccio, match d'ailleurs qui s'était soldé par un 0-0 pour ceux qui ont de la mémoire. Beaucoup d'ambiance en pesage avec les Gladiators et puis ce gladiateur qu'on va voir ici en gros plan qui a été entièrement déployé sur le pesage. On le sait, ils y travaillaient depuis des mois, Patrick, mais visuellement parlant, ça a eu beaucoup d'effets. Ah ouais, c'est fabuleux, ça a surpris tout le monde. D'abord, même les tribunes nord, tout le monde a applaudi quand on a vu ce tifo parce que c'est un travail remarquable qui a été fait par les Gladiators. Et c'est dommage pour eux de ne pas avoir gagné le match parce qu'ils le méritaient. Wilfried, lorsqu'on est joueur et qu'on voit, c'est vrai, tant de ferveur, tant de passion autour d'un match, dans l'avant-match, et c'est vrai qu'au Costières, voir un tifo de la sorte, c'est plutôt rare. J'imagine que ça motive encore 2 fois plus. Ah oui, justement, on fait ce métier-là pour pouvoir faire des matchs comme ça. Et je tire un grand coup de chapeau aux Gladiators parce que franchement, c'est à ce niveau-là, en national, j'avais jamais vu ça, quoi. Déjà plus de 9000 personnes alors que le coup d'envoi a été donné ici, on l'a vu de façon symbolique par l'un des partenaires du club. Beaucoup d'ambiance avec cette venue d'Ajaccio. On va d'ailleurs regarder le 11 aligné par le coach corse avec Maury dans les buts, un gardien qui a fait forte impression d'ailleurs. Vendredi soir, Rachidi et Philippe en charnière. Bocconiano dans le couloir droit à un poste, nous a dit le coach, qui n'est pas le sien depuis le début de l'année 2012. Il doit pallier avec plusieurs absences et composer avec ces absences. Romé dans le couloir gauche, le capitaine Poggi, Paul Maisonneuve et des noms Olivier qui résonnent et sonnent plutôt bien aux oreilles des Nîmois parce que ce sont des noms qu'on connaît quand on parle de Boesso, de Maisonneuve, bien évidemment de Coloredo. Il y a une petite école nîmoise sur l'île de Beauté. Presque que des revanchards. Maisonneuve, qui se fait appeler maintenant Casanova. Encore. Non, ça fait plaisir de le revoir. En plus, à ce niveau-là, il a fait un très beau match. On sait que Yohan Bocconiano, qui avait à cœur de faire un bon match ici, parce qu'il aurait aimé rester, il aurait aimé prolonger au niveau olympique et ça n'a pas pu se faire. Mika Coloredo, qui après cette montée n'a pas été renouvelé. Donc, c'est des joueurs qui auraient aimé terminer leur carrière à Nîmes, ça n'a pas pu se faire. Donc forcément, quand ils reviennent ici, ils avaient envie vraiment de démontrer tout leur talent et de montrer aux dirigeants nîmois qui s'étaient trompés. Bon, et après, c'est la vie, c'est le football et le milieu est comme ça, quoi. Face à cette équipe du Gazélec Ajaccio, le 11 aligné par Thierry Froger avec le changement sur le côté gauche, vous allez le voir, Jonathan Parpex, qui finalement a été préféré à Jérémy Thierry par rapport à la dernière sortie. Ce qui est étonnant, puisqu'il avait joué titulaire du club, tout à fait. Vincent Carlier, capitaine, en l'absence de Benoît Poulain, aux côtés d'Habib Jean Baldé, Moussa Sidibé, 2 milieux défensifs avec Sébastien Piocel et Yacine, ici présents. Muriola Ogunbi sur le côté droit, Nicolas Bénézé sur le côté gauche. On sait qu'il y a pas mal de connexions entre Nicolas Bénézé et Jonathan Parpex dans ce couloir. Seydou Koné en pointe et Steve Agui décrochant juste derrière Seydou. Et puis à la demi-heure de jeu, il y a eu une inversion, c'est Muriola Ogunbi qui est passé dans l'axe. Et c'est Steve Agui d'ailleurs qui a servi un très joli ballon en seconde mi-temps pour Nicolas Bénézé depuis l'aile droite. Donc
on voit toujours ces permutations et ça montre aussi la diversité et la capacité de ces joueurs du Nîmes Olympique à donner beaucoup d'animation et surtout à varier leur position. Oui, il y a aussi Wilfried qui en rentrant s'est positionné derrière Sédou, je crois. Et puis après, quand Sédou est sorti, il a gardé le même poste et c'est Ripard qui est passé un peu plus haut. Wilfried décrochait beaucoup, en tout cas. Là, on l'a vu dans son jeu de remiseur. C'est une équipe qui avait de la gueule, comme on dit. Voilà, c'est une équipe offensivement qui a un gros potentiel, qu'il a encore montré vendredi parce que les occasions, on va le voir sur résumé, on les a. Simplement, il a manqué juste du réalisme. Mais c'est une équipe qui est solide derrière, qui pour moi, depuis la déculottée face au Red Star sur nos terres, elle a beaucoup progressé au niveau défensif. Offensivement, on a réussi à rééquilibrer, à se recréer autant d'occasions qu'avant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous empêche de se créer des occasions. Maintenant, les concrétiser. Et voilà, on va en gagner d'autres des matchs et il n'y a pas de souci. On le disait, Wilfried, vous êtes rentré en cours de jeu. Avec ce positionnement, on vous a vu à la pointe de l'attaque nîmoise, on vous a vu derrière la pointe que peut-être Sédou connaît. Quelles sont les difficultés de ces deux positionnements lorsqu'on est attaquant? L'adaptation déjà d'une, mais bon, je me suis adapté à ce poste-là parce que j'ai joué avec l'équipe réserve beaucoup de matchs à ce poste-là, et puis au niveau des entraînements, comme il disait Yas, on le sait 2-3 jours avant à quel poste nous allons jouer. Donc non, mais après, moi c'est un poste qui me convient, que j'aime bien, où on touche vachement de ballon, puis on fait jouer les partenaires autour. Et je pense que ça peut que me faire du bien aussi à évoluer à ce poste-là aussi, quoi. Et puis c'est vrai qu'après avoir marqué ce but à Orléans, vous gagnez petit à petit du temps de jeu en équipe première. Il y a un but, ça fait toujours du bien. Donc forcément, vous êtes sur une phase ascendante personnellement. Oui, enfin, disons que j'ai pas lâché, même quand je ne jouais pas. J'étais là, mais bon, après le coach faisait ses choix, tout simplement. Mais je me devais de prouver à moi-même, et déjà d'une, et puis à certaines personnes autour du club que je pouvais marquer aussi, quoi. Et ça a été le cas, Patrick. Je crois que c'est le plus important, c'est que tout le monde après est concerné. On voit même quand on a été absent longtemps, les joueurs, comme le dit fort justement, c'est de se remettre en cause, de pouvoir à tout moment être prêt. Il faut être prêt, et c'est vrai de s'adapter à un poste qui n'est peut-être pas le sien au départ. Et je crois qu'on a un potentiel offensif exceptionnel. Maintenant, il faut concrétiser. On n'a pas pu concrétiser ce dernier match, mais je crois qu'on a 5-6 joueurs qui à tout moment peuvent faire la différence. Bon, on ne l'a pas fait le week-end dernier. Je pense qu'à l'extérieur, c'est plus facile pour nous parce que les gens vont nous pousser. Et on a quand même des gens qui vont très très vite, des attaquants, que ce soit Nicolas Bénézé qui a été, c'est vrai, il a été maladroit, mais chaque fois qu'il a eu quand même des boulements extraordinaires, on les a quand même bougés, et je crois qu'ils ont eu une chance inouïe de ne pas prendre de but, les Corsets. Et on va voir justement les temps forts de cette partie dans ce résumé du match entre le Gazélec Ajaccio et le Nîmes Olympique que nous vous proposons. Ambiance des grands soirs vendredi dernier au Costières avec plus de 9000 spectateurs venus encourager les footballeurs du Nîmes Olympique qui accueillaient le Gazélec Ajaccio, adversaire direct pour la montée en Ligue 2 dans le cadre de la 33e journée du championnat de national. Un match démarré tambour battant par les Nîmois, notamment porté par la ferveur des Gladiators qui fêtaient leurs 20 ans et qui allaient voir les hommes de Thierry Froger multiplier les occasions pour bousculer une formation corse particulièrement bien regroupée en défense. À la fois rugueux dans les contacts et bien organisés, les Ajacciens allaient repousser tous les assauts des Crocos, notamment peu après la demi-heure de jeu, avec cette frappe décochée par Sédou Koné et qui allait s'écraser sur la barre transversale du gardien corse. 0 partout à la mi-temps. Quand la meilleure attaque rencontre la meilleure défense, on peut s'attendre qu'à un choc et je pense qu'on l'a démontré. Nîmes a vendangé pas mal d'occasions. Je veux dire, on a bien défendu nous aussi quand même. Et donc ça a été un très très bon match de football, je pense, vu de l'extérieur, parce que vu de l'intérieur, je peux vous garantir que c'était très difficile. Une rencontre difficile pour la formation corse qui allait subir la domination des locaux au retour des vestiaires. À la 47e minute, Nicolas Bénézé perdait un nouveau duel face à Mori, auteur d'un arrêt exceptionnel à la suite d'un service en or de Moriola Ogunbiyi. Un portier corse encore à la parade, 3 minutes plus tard, sur un tir dangereux de Koné, ou encore à la 52e minute, avec un nouveau raté de Bénézé, pourtant idéalement servi par Steve Agui, qui avait glissé sur l'aile droite en fin de première période.
Moi, j'étais déçu de ma première mi-temps. Je pense qu'on n'a pas joué assez. Je pense que ça nous aurait été plus bénéfique. Puis après, c'est vrai que les occasions sont là, il faut les mettre au fond. Il y a un bon gardien, il était un bon jour. Voilà, c'est plein de choses. Bon, voilà. Moi, je suis déçu sur le match. Franchement, sur le match, je pense que les gens auraient mérité mieux. Il y avait une super stade, super ambiance. Je pense qu'on n'a pas forcément été au niveau de l'environnement, même si on a tenté des choses plus en deuxième mi-temps, on a eu des occasions. Mais globalement, je pense qu'on doit faire plus quand même, voilà, par rapport à tout ce qui nous portait, voilà, mais c'est comme ça. Une déception nourrie par le manque d'occasion des Ajacciens en seconde période, malgré un nombre plus important de tirs cadrés par rapport à la première mi-temps. Plus actif à la pointe de l'attaque insulaire, Boesso allait trouver le cadre de Merville à l'heure de jeu avant de craquer nerveusement, 20 minutes plus tard, en écopant d'un second carton jaune. Réduits à 10, les hommes de Dominique Vélex serraient les rangs afin de tenir le point du match nul qu'ils étaient venus chercher en terre nimoise, après de nouvelles occasions de but vendangées par les attaquants crocos. Vu un petit peu l'état de fraîcheur physique et mentale qu'on a en ce moment, il était important pour nous, contre un concurrent direct, de ne pas perdre. Pour deux raisons, pour rester déjà éventuellement dans le tiercé, mais surtout pour le particulier, parce que moi je m'attends à un championnat très très serré jusqu'à la fin entre les 5 équipes, et tout va compter. Déjà, les 2 points que j'espère qu'on va nous rendre, qu'on va gagner au tribunal, ça c'est important, mais surtout le particulier. Déjà, avec Nîmes, au particulier, si on est pareil, ça nous fait un point de plus, donc c'est important. Contre un concurrent direct, il ne fallait absolument pas perdre. On s'attendait à un match difficile, on a été servi. Nîmes a fait un très bon match. Enfin, à mon avis, a déjoué en première mi-temps avec le vent. Mais en seconde mi-temps, il était très bon. On s'attendait à un match difficile. Il ne fallait pas reculer, il ne fallait pas concéder des occasions. Notre gardien a fait un très très bon match. On peut faire le hold-up à la fin. Ça aurait été cruel pour Nîmes parce que le ballon qui tape sur la transversale. Je suis content de l'état d'esprit des joueurs, de la générosité et puis surtout de la maîtrise tactique qu'on a eue sur le plan défensif. Une maîtrise tactique qui a parfaitement fonctionné, le Gazélec manquant même d'un cheveu de réaliser le hold-up parfait dans le temps additionnel, le tir de Dufaux étant détourné du bout des doigts par Merville sur le montant gauche des buts nîmois. Score final 0-0, des regrets, des sueurs froides, un point du match nul et un 11e match sans défaite pour les Nîmois qui conservent leur 2e place au classement à 3 longueurs de Niort, une semaine avant un déplacement peu évident à Colmar. La pression, le suspense jusqu'au bout de la soirée au Costières avec ce match nul 0 partout. Et c'est vrai, des sueurs froides en voyant ce tir ajaccien s'écraser sur le montant gauche juste après l'intervention du bout des doigts de Cyril Merville. Yohan Boconiano qui disait dans ce sujet, Yacine, que c'était très difficile de l'intérieur, que c'était âpre, que c'était disputé. On a senti des contacts parfois très rugueux. Est-ce que vous confirmez, vous concernant justement l'âpreté de ce match ? Ouais, il y avait des contacts rugueux, c'était un match à 3 points et comme il a dit l'entraîneur d'Ajaccio, faut pas perdre contre un concurrent direct. Donc ils ont bien réussi à défendre, ils sont venus pour le match nul, donc ils ont réussi à l'avoir. Et nous malheureusement on n'a pas réussi à avoir les 3 points. Mais bon, heureusement que sur la dernière action, la frappe détournée par Cyril, elle n'est pas dedans, sinon ça aurait été cruel, comme il a dit. Plutôt cruel. On reviendra d'ailleurs sur les réactions des acteurs de cette partie, que ce soit les coachs respectifs. Vous allez le voir avec quelques paroles pleines de malice de la part du coach corse Dominique Vélex, et également avec le vice-capitaine et capitaine de cette soirée, Vincent Carlier, Thierry Froger, ainsi que les anciens Nîmois Boconiano et Maisonneuve, ou Casanova. Selon votre appréciation, tout cela sera après une courte page de publicité. Restez sur TV Sud. Et de retour sur le plateau de Croco Hebdo, on refait le match avec nos invités Yacine Adou et Wilfried Niflor, joueurs du Nîmes Olympique, tenus en échec vendredi soir par le Gazélec Ajaccio, 0 partout sur la pelouse des Costières. Également en présence de nos consultants Patrick Champ et Olivier Martinez pour décrypter les enseignements de cette partie. Et justement, une partie et une rencontre sur laquelle de nombreux commentaires ont été diffusés, notamment de la part des acteurs, entraîneurs et joueurs. Je vous propose d'écouter Paul Maisonneuve, Yohan Boconiano, ainsi que Vincent Carlier et les coachs respectifs Thierry Froger et Dominique Vélex, qui a quelques conseils à donner aux Nîmois concernant la défense. Je vous propose de l'écouter. En même temps, c'était la meilleure défense contre la meilleure attaque, donc il fallait s'attendre à ça. Et ils ont des très bons joueurs devant, ça va vite, donc il fallait parer à ça, et donc on a décidé un peu d'être peut-être un peu plus rugueux que d'habitude, mais
mais bon, ça a fonctionné, donc c'était ça, je pense qu'il fallait faire. Je pense que si on était venu un peu en se voyant un peu trop beau, en essayant de trop jouer, je pense qu'on serait reparti sans les 3 points, sans le point même du match nul, parce que comme je vous ai dit, ils ont beaucoup de qualité devant, donc il ne fallait pas prendre de risques. Il y a les contres, ils vont très vite, ils en ont eu pas mal d'actions, mais on a été solide, donc c'est bien. On a très très bien résisté, on a confirmé qu'on était la meilleure défense du groupe, c'est pas par hasard. On a manqué un peu de culot, d'initiative offensive, mais c'est un petit peu le manque de fraîcheur, de cette accumulation de matchs. Malgré tout, c'est un très bon résultat. On reste au contact de Nîmes, éventuellement de Niort, et surtout, Vannes ne nous passe pas devant. C'est très important pour la suite de la compétition, parce que Nîmes, à mon avis, sera au bout, Niort aussi, donc il reste qu'une petite place, on va essayer de se faufiler. Oui, je pense qu'il y a un gros potentiel avec un public comme ça qui pousse sans arrêt. J'ai regardé leur calendrier, je pense que Nîmes sera au bout. Il y a un potentiel offensif. Bon, après, il faut mettre les buts au fond, hein, c'est le plus dur au football. Ils ont manqué quand même un petit peu d'efficacité, même si notre gardien était très bon. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, mettre des buts. Ils ont cadré quand même. Hein. Ils en ont mis, mais ils ont quand même cadré. Non, je pense que Nîmes sera au bout. Il y a un gros potentiel. Il faut que le public vienne les aider tout le temps, pas que contre nous. C'est important, non, mais je le dis parce que même chez nous, c'est pareil. Non, Nîmes sera là et j'espère qu'on sera le 3e larron parce que nous, quand même, sur la saison, on mérite quand même quelque chose. Pour un nul, je signais de suite. Après, bien sûr, qu'on partait avec le sentiment d'essayer de gagner. Donc, ce soir, on a accroché un nul et voilà, pour le virage particulier, c'est plus que favorable. Je pense que c'est plus qu'un point qu'on a pris. Je pense que c'est 2 en plus. Donc c'est bien, c'est encourageant. C'est encourageant parce qu'on fait un résultat positif à l'extérieur malgré le faux pas qu'on a fait à domicile. Donc on voit qu'on a des ressources mentales et que rien n'est fini, que ce championnat va être palpitant jusqu'à la fin de saison. Ouais, on est forcément déçu du résultat, surtout vu le contenu du match. Je pense qu'il y avait largement, tout le monde l'a vu, qu'il y avait largement la place de le gagner. Voilà, c'est comme ça, faut continuer de toute façon, aller chercher des points à l'extérieur, dès ce week-end à Colmar, ça va être compliqué aussi. Aujourd'hui, il nous a manqué le réalisme offensif, mais c'est comme ça, on n'a personne à incriminer. Il y a des fois, ça ne veut pas rentrer, c'est malheureux, mais voilà, on va aller chercher des points à Colmar. En premier, on était, je pense, un petit peu timoré. Alors, est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que, eux aussi, il y avait moins d'espace. On aurait pu faire mieux en termes de jeu en première mi-temps. On n'a pas été juste techniquement. Voilà, je pense que la deuxième a été bonne, même à la fin où on a continué quand même à essayer de travailler, pas de balancer, parce que je pense que contre cette équipe, c'était pas la solution. Surtout que Sédou était sorti, donc on avait moins d'armes athlétiques. Voilà, après c'est positif, on reste aussi... on aurait pu prendre un contre, se laisser griser un petit peu. Il y a eu de bonnes choses, donc en jouant comme sur la deuxième, comme contre Quevilly, comme une bonne partie du match à Beauvais, on s'en sortira, on prendra des points. Ouais, mais en première mi-temps, on a confondu le jeu direct, c'est-à-dire qu'on voulait jouer tout de suite la rupture, tout de suite, alors qu'il fallait travailler cette équipe, il fallait alterner notre orientation de jeu. On a joué direct, on commençait d'un côté, on finissait, on faisait deux passes maxi, on jouait direct au départ, je comprends, pour évacuer un peu la pression. Mais après, je trouve qu'on a très peu construit et le jeu était plus facile pour eux en première mi-temps que si on avait construit et on les aurait fait courir. En fait, si vous voulez, on se fixe pas vraiment d'objectif. On prend ce qu'il y a à prendre. On prend vraiment le maximum à prendre. Et le maximum à prendre, c'était le parcours en Coupe de France et le championnat, match après match. Chose qu'on fait bien. Mais il faut remercier aussi notre staff technique et les dirigeants parce qu'ils nous mettent dans une petite bulle. On est sur un petit nuage, on est qu'entre nous et c'est bien parce qu'on n'est pas trop médiatisé et on reste dans notre bulle et le coach comme les dirigeants savent nous remettre à notre place quand il faut le faire et c'est pour ça qu'on aborde les matchs le jour du match et qu'on fait pas le match, qu'on se le fait pas 100 000 fois dans la tête. On sentait de la tension avant, c'est
puis bon, le public, quoi, le stade plein comme ça, c'est vraiment c'est un plaisir, quoi, de jouer des matchs comme ça. J'espère qu'ils viendront aussi nombreux pour le prochain. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est l'USNAC, je crois. C'est ça, ouais, mais ça sera pas plus facile. Enfin, on ne sait pas, mais des fois ces matchs-là, ils sont compliqués aussi. Hein. Donc ils jouent leur maintien. Bon, voilà. Pas quoi vous dire, on a essayé, on a donné le maximum. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait pas la réussite. Voilà, on est premier déçu, mais on va continuer à travailler. De toute façon, même en gagnant là, moi j'ai entendu des choses comme quoi pour moi, c'était pas fait. Hein. C'était pas fait. C'était loin d'être fait. C'était un pas de plus, mais c'était loin d'être fait parce que il n'y a pas que Ajaccio, il y a Vannes, il y a Épinal. On va à Vannes le dernier match. À mon avis, ça peut se jouer jusqu'au bout. Donc voilà. J'ai vu mes anciens coéquipiers et j'ai vu mes anciens copains de la vie à l'hôtel, donc très content. Donc, en plus, jouer devant 12 000, il y avait 9 000. Bon, ben, devant 9 000, 10 000 personnes, c'est toujours bien. Donc, pour en revenir aux 10 000 personnes, on était attendu à voir ça et on s'était préparé grâce au match de coupe contre Montpellier, Lyon, avec tous ces gens-là, donc c'est bien. Surtout Bocognan, qui est un garçon que je ne comprends pas trop son échec au niveau professionnel, parce que c'est un garçon qui nous a énormément apporté. Et encore là, il m'a dépanné, parce que depuis Noël, il ne joue pas vraiment à son poste. C'est un très très bon défenseur et c'est un très bon relanceur surtout. C'est important la première relance. Très bon joueur. Maisonneuve a fait une super début de saison, il a été blessé après, mais il nous apporte beaucoup dans la maîtrise. N'oubliez pas Quentin Bouesso, qui a été formé chez vous, qui a été notre meilleur buteur l'année dernière, qui a été pénalisé cette année, encore ce soir par une expulsion, mais qui est notre deuxième meilleur buteur. Non. La formation est bonne, la preuve, déjà dans l'état d'esprit, dans la mentalité, c'est des beaux joueurs. Pour nous, c'est des très bonnes recrues. Dommage que vous ne les ayez pas gardés pour vous. Je pense surtout à Bocognan. Je pense que Bocognan, quand je vois vos défenseurs, il aurait sa place chez vous en défense centrale, hein, au niveau de la relance. Mais enfin, chacun ses problèmes. On avait envie de se donner un petit joker. On l'a pas, on va continuer. Hein. De toute façon, on savait que ça n'allait pas jouer que sur ce match-là, mais il faut continuer, avoir la même envie de travailler. Et puis essayer de faire revenir autant de monde que ça voudra dire qu'on a fait notre boulot. Non, je pense que rien ne s'arrête et il faut continuer. On est sur une belle série et il faut s'accrocher, il faut faire des résultats tout le temps. Et puis ça va jouer jusqu'au bout. Le coach a dit qu'on avait grillé un joker, mais voilà, faudra laisser le moins de plumes possible. Donc, et au fur et à mesure, il y a peut-être des équipes qui vont s'éliminer. Nous, c'est dommage, on restait sur une série de 2 victoires. Bon, après, on poursuit notre invincibilité, mais bon, il faut surtout prendre des victoires, quoi, parce qu'avec les matchs nuls, ça avance pas. Bon, après, dans l'intention, on a joué pour le gagner, quoi. Donc voilà, quand on ne peut pas le gagner, comme aujourd'hui, même si on le doit, au moins on ne le perd pas. Oui, ça va être vraiment dur, je vous dis. On va voir le résultat de Niort demain, mais je pense que s'il gagne, il s'échappe un petit peu. Et puis nous, on joue contre les concurrents, on joue contre Épinal, on joue contre Niort, donc ça va être intéressant. Ouais. C'est une course à élimination, quoi. Ouais, ça va être intéressant à jouer. Ouais, on est parti dans le dur avec 3 défaites, une préparation compliquée, agitée, des fractures, des croisés, des décisions arbitrales bizarres dans la première partie de saison. Ça a tourné là après la trêve. Bon, mais voilà, ils jouent chèrement leur peau aussi, hein, nos adversaires. Donc, ils viennent déjà à domicile, ils viennent jouer au Costières. Pas beaucoup de beaux stades cette saison en national. Voilà, ils se transcendent encore plus que dans d'autres matchs. Donc, ouais, ça sera difficile, mais bon, on y arrivera. Et voilà, sur les propos de Vincent Carlier, déjà beaucoup de réactions ici sur ce plateau et de projections quant à la fin de la saison par rapport au calendrier, avec ces 3 places qui permettront à 3 formations de nationale d'accéder à la Ligue 2, très très important, on le disait. Patrick Champ, Dominique Vélex, qui n'est pas allé de main morte sans trop savoir s'il y avait des blessés du côté de Nîmes, pour porter une critique aussi sèche sur la défense nîmoise et sa façon de sortir les ballons. Je crois que là, il a été maladroit parce que bon, quand on est coach de son équipe. Déjà, on a assez de problèmes dans son équipe. De critiquer une équipe adverse et surtout les joueurs qui sont en face, ça ne le regarde pas. Bon, c'est un peu gratuit quand même. C'est un peu gratuit. Puis bon, c'est malvenu
Parce qu'avec la réussite, si on avait eu la réussite, ils en auraient pris 4 ou 5, et là, il aurait pu dire que sa défense, c'était du gruyère. Voilà, donc bon. Il faut rester modéré. Allez, le point sur cette 33e journée avec tous les résultats, notamment ceux des matchs en retard qui se sont déroulés mardi dernier, avec la victoire d'Orléans 1-0 devant Colmar, le futur adversaire des Nîmois. Créteil qui cartonne 4-3 quand même face à l'aviron bayonnais, 3 buts en faveur des Bayonnais. Partage des points 0 partout entre Luzenac et Beauvais, c'est toujours mardi soir. Également le carton, belle victoire 3-0 de Niort devant Rouen. Quevilly s'impose 2-1 sur la pelouse de Cherbourg, 0 partout entre Nîmes et Ajaccio. Fréjus-Saint-Raphaël est étrillé à domicile par Créteil 4-0. Créteil qui a marqué 8 buts en l'espace de 2 matchs. Le Poiré-sur-Vie est défait à Vannes 1-0. Score identique, victoire du Red Star 1-0. Victoire du Red Star à domicile, ça fait partie des petits événements devant Colmar. Un partout entre Épinal et Bayonne. Martigues est défait 3-2 à Francis Turcan par Beauvais. Un partout entre Besançon et Niort. Rouen l'emporte 2-0 face à Luzenac. Enfin, le Paris FC l'emporte 1-0 face à Orléans sur la pelouse de Charletti. Ce qui nous donne au niveau du classement général, eh bien, toujours cette équipe des Chamois niortais première avec 60 points. Et puis surtout, ça fait plaisir à voir absolument le même nombre de matchs pour en tout cas les 9 premières équipes de ce classement. 3 points d'avance sur le Nîmes Olympique, 4 sur le Gazélec Ajaccio. Et on le voit d'ailleurs, c'est disputé, 55 points pour Vannes, pour Épinal. Créteil est décroché à 5 points derrière avec 50 points, 6e. 48 pour Rouen qui est 7e, 8e place occupée par Colmar. 2 points d'avance sur Fréjus-Saint-Raphaël et Orléans. À la 11e place, on retrouve le Poiré-sur-Vie. Ce sera le dernier match d'ailleurs à domicile pour le Nîmes Olympique devant le Poiré-sur-Vie avec 43 points. Ça fait une longueur d'avance de plus par rapport au Paris FC. 2 sur Quevilly. 38 points pour Cherbourg, Luzenac, le Red Star. 17e place pour Beauvais avec 34 points. Et puis les 3 derniers, 18e, 19e, 20e avec 31 points à égalité. Bayonne, Martigues, Besançon. On le voit, Olivier, la lutte va être acharnée pour ne pas descendre en CFA. Et pourtant, il y en aura 3 qui descendront. Très serré, très serré en bas, c'est très serré. C'est pour ça que les équipes qui jouent la montée et qui jouent contre des équipes qui doivent se maintenir, c'est pour moi des matchs même plus compliqués que des confrontations directes parce qu'on les prend souvent inconsciemment à la légère. Enfin à la légère, on prend jamais un match à la légère, mais on les sous-estime toujours inconsciemment et on est souvent surpris, comme on l'a été nous à Bayonne. La 34e journée qui sera précédée demain mardi par un match en retard entre Besançon et Martigues. On regarde rapidement le programme. Orléans qui accueillera Épinal vendredi soir. Le Gazélec qui recevra Martigues toujours à 20h. Luzenac, futur adversaire des Crocos aux Costières, recevra le Red Star. Besançon se déplacera à Vannes, autre club concerné par une montée éventuelle. Colmar donc accueillera Nîmes, début du match à 20h. Créteil-Rouen. Fréjus-Saint-Raphaël se déplacera au Poiré-sur-Vie. Bayonne recevra Niort sur le stade Didier Deschamps. Ouais. Enfin, Beauvais recevra Cherbourg. Niort n'a pas gagné à Bayonne. Oui, loin de là, on le voit, c'est un championnat très indécis. Quelle est votre appréciation justement, Wilfried, sur cette fin de championnat? On voit que le Nîmes Olympique est actuellement en phase et en possibilité de monter, mais on voit que c'est vraiment très indécis et journée après journée, certaines équipes créent la surprise. Oui, bon, déjà, on a notre destin entre nos mains, parce qu'on est second et si on fait un sans faute jusqu'à la fin, on y sera. Mais bon, c'est surtout regarder nous et pas regarder les autres, parce que c'est là où on risque de perdre beaucoup de points. Donc, on a notre destin entre nos mains. Donc, après, personne ne peut nous l'enlever, ça. Hein. Donc, déjà, aller faire un résultat important à Colmar, parce que il ne reste pas beaucoup de matchs et pas beaucoup de points à prendre. Donc ce match-là sera beaucoup plus important qu'Ajaccio, je pense. Justement, le match de Colmar, on se souvient qu'à l'aller, les Nîmois l'avaient emporté au Costières. C'était à la fin du mois de novembre. On va revenir sur cette rencontre et sur ce qu'avait été ce match aller entre le Nîmes Olympique et Colmar en revoyant le sujet que nous avions préparé à l'époque. À la recherche d'un succès depuis leur dernière victoire en championnat à Quevilly, les joueurs du Nîmes Olympique étaient attendus au tournant vendredi soir au Costières avec la réception de Colmar dans le cadre de la 16e journée du championnat de national. J'étais un peu touché par cette mauvaise série avec les matchs de coupe, les matchs amicaux, un match à Ajaccio, que des contextes particuliers où on a eu des matchs pas communs, on va dire, à jouer. Et puis voilà, ce soir on se remet un peu en confiance et
c'est pas à pas, match après match, victoire après victoire, que peut-être on verra des meilleurs matchs, des plus belles victoires. Avec la titularisation du jeune Gaëtan Salaire, au poste traditionnellement occupé par Sébastien Piocel, Thierry Froger entendait aligner une équipe particulièrement jeune, confirmée par la présence au coup de sifflet de Maxime Pounje dans le couloir gauche, Abdelmalik Sissane et Jonathan Parpex en milieu défensif et Nicolas Bénézé sur les ailes. Une vivacité qui allait se concrétiser dès la 2e minute de jeu avec un ballon mal renvoyé par la défense alsacienne et intelligemment remisé par Sissane en direction de Koné qui allait inscrire son 11e but de la saison grâce à une magnifique reprise du gauche allant se loger dans la lucarne droite de Robert. Un Koné très entreprenant qui allait se mettre en évidence sur d'autres occasions de but qui auraient pu mettre le Nîmes Olympique plutôt à l'abri. Une Koné-dépendance qui ne peut occulter une certaine maladresse de l'attaque gardoise à un moment où l'équipe orinoise semblait prenable. Plusieurs occasions manquées côté Croco qui allaient redonner du moral aux joueurs de Damien Hoth, plus entreprenant à la demi-heure de jeu. Je pense qu'on leur envoyé quand même un bon message dès le départ. Après avoir pris le but à la 2e minute, on leur a pas montré qu'on refusait de jouer, qu'on était là en victime. On a proposé, je pense même qu'on a proposé, on se fait prendre les actions qu'ils ont. C'est plus souvent des contres que des attaques placées. Ça veut dire qu'on jouait certainement beaucoup plus dans leur camp. Je pense que s'il y a des statistiques, elles montreraient qu'on était plus souvent dans leur camp. Après la pause, le jeu allait s'équilibrer entre Nîmes et Colmar. Nicolas Bénézé devant faire l'effort pour venir en soutien d'un Miodrag Stozic, parfois en difficulté sur les replis défensifs dans le couloir droit. Mais avec un Benoît Poulain impérial en couverture, les Crocos allaient repartir de l'avant avec une balle de but manquée par Nicolas Bénézé sur une ouverture en or de Sédou Koné. Une nouvelle occasion manquée qui allait permettre à Colmar d'entretenir l'espoir d'une égalisation avec à la 57e minute de jeu un tir détourné de Grimm, repoussé par la barre transversale de Cyril Merville. Le portier nîmois étant sauvé une seconde fois par la même barre, 1 minute plus tard. Une baraka qui allait se transformer en une confirmation de victoire pour les Nîmois avec le premier but en championnat d'Abdelmalik Sissane qui allait doubler la mise pour les Crocos avec un service idéal de Sédou Koné à la 68e minute de jeu. 2-0, un score qui allait en rester là malgré des occasions en or, notamment après l'entrée en jeu de Steve Agui en lieu et place d'Issoufou Ouattara et cette balle de but à la 84e minute vendangée devant les buts de Colmar. Confirmation d'un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. On voit quand même que dans le contenu, c'était très perfectible. On aurait pu en mettre plus, mais on aurait pu aussi en prendre. Je pense que Colmar a joué un jeu très intéressant. Ils se sont créés des occasions, ils nous ont mis en difficulté. Bon, on va prendre la victoire, ça va nous faire du bien, mais il y a du boulot sur la planche. Un travail que les Nîmois peaufineront cette semaine après s'être repliés à la traditionnelle photo officielle le mercredi matin au domaine de la Bastide avec la préparation du déplacement à Luzenac. Samedi prochain, en terre d'Ariège, une victoire permettrait aux Crocos de se mettre en position idéale pour rejoindre le podium avant de jouer son match retour contre Beauvais le vendredi 9 décembre au Costières. On le rappelle, des images d'archives. C'était en novembre 2011, fin novembre, une victoire au Costières 2-0 devant Colmar. Et juste après, il y avait eu cette belle victoire à Luzenac, 3-0. Lorsqu'on voit les propos de Thierry Froger, Yacine, on se dit que ce déplacement à Colmar ne va pas être évident, malgré, c'est vrai, cette victoire à l'aller. Ouais, ça ne sera pas facile. Même s'ils n'ont plus rien à jouer, ils vont jouer le match, ils vont pas nous le laisser. Donc après, peut-être qu'ils seront un peu plus relâchés ou je sais pas. Mais bon, il faudra y aller pour prendre les 3 points. On va essayer, comme d'habitude, d'y aller d'abord pour prendre 1 point. Et après, si possible, prendre les 3 parce qu'on en aura besoin. Très rapidement, on va regarder le temps de jeu justement des joueurs du Nîmes Olympique. Peu de changements, notamment du fait des absences de Benoît Poulain. Mourguelo Ogunbi assied son leadership en termes de temps de jeu devant Benoît Poulain. Maxime Pounje toujours blessé et pour lequel l'équipe, notre confrère, a annoncé le week-end dernier, bien que Maxime Pounje devrait se voir offrir un premier contrat professionnel dans le club qui est propriétaire de ce joueur, à savoir les Girondins de Bordeaux. Maxime Pounje qui a évolué à 28 reprises jusqu'à sa blessure depuis le début de la saison. Et puis on voit sur la suite du classement notamment Vincent Carlier, le vice-capitaine, qui retrouve du temps de jeu du fait de l'absence de Miodrag Stozic.
ou encore Nicolas Bénézé. Au niveau des buteurs, ça n'a pas bougé, bien évidemment. Sédou Koné est toujours premier. Voilà, ça c'était pour le temps de jeu. Sédou Koné toujours premier devant Steve Agui et Mouri Ola Ogunbiyi. Mouri Ola Ogunbiyi qui est toujours monsieur passe décisive. On va le voir. Je pense qu'il sera difficile à rejoindre d'ici la fin de la saison. Même véritablement de cravacher dur, mais Mouri Ola Ogunbiyi aura été l'un des grands hommes de cette saison 2011-2012 avec le Nîmes Olympique, avec 18 passes décisives. On va passer à ce classement des passeurs. 18 passes décisives pour Ogunbiyi devant Nicolas Bénézé, Steve Agui, Sédou Koné. Et puis ensuite, plusieurs joueurs avec une passe décisive, Corès, Pounjé, Sissane, Parpex, Poulain et Salaire. Voilà en ce qui concerne le classement des passeurs. Un coup d'œil sur le calendrier de fin de saison. On était avec le Gazélec Ajaccio. On va revenir sur le club corse avec les parties qui restent à jouer pour les hommes de Dominique Vélex. La réception de Martigues, on l'a dit, puis déplacement à Cherbourg, réception de Paris, déplacement à Épinal pour les Corses, et puis ensuite la réception, non, c'est pas la réception de Nîmes. Là, il y a un petit copier-coller qui a été erroné. C'est la réception de Niort, très précisément. C'est Niort pour la dernière journée. Concernant Épinal, déplacement à Orléans, on l'a dit, ce week-end. Quevilly en réception, déplacement à Beauvais. Réception d'Ajaccio et déplacement à Colmar. Ce ne sera pas évident là aussi pour Épinal, qui mathématiquement fait partie aussi du train concerné par cette montée. Pour Niort, le leader, les fameux Chamois, déplacement à Bayonne, on l'a dit. Réception d'Orléans au début du mois de mai. Déplacement à Quevilly. Réception de Beauvais et puis un final avec un déplacement à Ajaccio. Et puis Vannes, dont on dit que ce club, qui s'est fait un petit peu oublier, peut-être dispose du calendrier qui serait le plus favorable. Vannes va recevoir Besançon, va se déplacer à Fréjus, réception de Rouen, déplacement au Red Star, dont on sait que les joueurs éprouvent des difficultés à domicile. Et puis le dernier match, en plein cœur de la Feria dimoise, la réception de Nîmes le samedi 26 mai. Mais il est peut-être question que le match soit avancé au vendredi. En tout cas, on vous tiendra informé dès lors que la fédération aura validé ces matchs. Votre avis, Wilfried, en redécouvrant justement ce calendrier, est-ce qu'il y a, on va dire, plus de facilité entre guillemets pour Vannes, ou bien est-ce que chaque équipe a quand même du pain sur la planche? Enfin, je pense que chaque équipe aura... Enfin, les calendriers, ça ne veut rien dire parce que les équipes, toutes les équipes dans ce championnat peuvent gagner tout le monde. Donc, mais c'est vrai qu'en regardant le calendrier de Vannes, il est beaucoup plus facile que certains prétendants à la montée. Mais bon, après, il ne faut pas se focaliser sur les calendriers. Il faut regarder nous et puis après les autres derrière. Et puis, plus disait Patrick, il y aura un air de revanche pour ce dernier match face à Vannes, parce qu'on rappelle que Vannes avait été l'une des 3 équipes qui avait plombé le début de saison du Nîmes Olympique avec ses 3 défaites consécutives et une victoire des Bretons au Costières, début août. Ouais, il faudra leur rendre l'appareil, mais à l'extérieur. Mais bon, on n'en est pas là encore. D'ici là, on aura pris des points, on aura marqué des buts. Exactement. Et on aura amélioré notre top but. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Merci Yacine. Merci Wilfried. Bonne continuation. Belle fin de saison avec le Nîmes Olympique, avec, on l'espère, une montée. Vous avez déjà connu une montée d'ailleurs, Wilfried, ou bien? Oui, j'en ai connu 2 avec Toulouse. Avec Toulouse, et ça fait toujours partie des moments qui soudent un groupe. Exactement. C'est des moments qu'on n'oublie pas et j'espère vivre la même chose ici. On vous le souhaite en tout cas. Juste après cette émission, le match du Nîmes Olympique face à Ajaccio. Très très belle soirée sur TV Sud. Et à l'année prochaine. Et allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.